Mesdemoiselles et messieurs, est-ce qu'on entend bien derrière? C'est un moment de grande solitude quand on fait face à un silence aussi épais de la salle. Alors c'est pour vous dire, je ne voulais pas récolter les applaudissements, ça, certainement après. C'est en fin de compte, une grande première au NSI Parc-Hôtel avec une nouvelle activité littéraire autour d'un auteur sous une autrice, qu'elle déteste ce mot. On va laisser Madame Annie nous départager éventuellement plus tard. D'une autrice ou d'une auteur sous l'égide de la librairie Petrus Mock. Alors pour ceux qui sont nouveaux dans ce genre de manifestation ici, Petrus Mock est une librairie qui a été créée il y a pratiquement 2 ans et qui abrite beaucoup d'auteurs mauriciens et d'auteurs étrangers qui parlent de l'île Maurice. Alors, si vous avez le temps, allez jeter un coup d'œil de ces jours. Alors, nous en ferons, en fin de compte, un événement récurrent, régulier, parce que cette formule comprend un débat autour d'un ou d'une auteur, forcément ayant bâti une œuvre, et cela sera suivi d'un dîner au cours duquel les échanges fructueux pourront continuer. Il est utile de préciser qu'autour d'un auteur n'est pas à table avec, bien que l'on voit dans la salle quelques transfuges notoires à table avec ici ce soir. Alors, vous avez compris toute la différence entre les deux opérations. Celle de l'abandonné est relative à l'histoire de l'île Maurice, avec Port-Louis comme point de départ. Alors que si au NSI, ce sera un ou une auteure ayant déjà une œuvre avec laquelle vous pouvez échanger pour mieux connaître celui ou celle dont vous admirez les livres. Cela soit-elle, nous a fait l'amitié aujourd'hui d'être la pionnière de cette aventure exaltante pour avoir occupé les espaces littéraires et médiatiques depuis de nombreuses années. Dieu sait, cela ne nous rajeunit guère, mais nous donne de l'expérience, c'est ce qui est important. À commencer par l'écriture journalistique d'abord, dans les colonnes du journal Le Militant, qu'elle intègre, je crois, en 1982. 85. J'étais déjà parti, donc la place était prise. Il y a eu la place à prendre. Où elle devient forcément aussi, avec ses talents, rédactrice en chef. Et de ces années pas de braise, mais de ces années dans les colonnes d'un journal militant, elle a gardé la combativité et l'élégance dans les colonnes du week-end régulièrement maintenant. Que nous lisons d'ailleurs avec beaucoup de plaisir. Ensuite, elle rejoint le Mauricien. Le Mauricien week-end, le week-end, pardon. Le week-end dans le groupe Le Mauricien. Le week-end, là aussi j'étais déjà parti quand elle est arrivée. Ouais. Décidément, elle me suit partout. C'est vrai, en plus. Et, pas aller à 5 non. Et parallèlement, elle publie des ouvrages, dont Le Silence des Chagos, paru aux éditions Olivier, c'est important, Grand Prix littéraire des océans Indien et Pacifique, et cela allait marquer une belle carrière littéraire qui ne fait pas référence à Chagos aujourd'hui de Shehnaaz Patel. D'abord notre amie Violence de la plage de la violence, Florence, non, voilà, gros trou de mémoire. Non, le Rivage de la colère. Rivage de la colère, je paraphrase tout. J'embrouille les gens. Et aussi Philippe Sands,
l'avocat qui a défendu le dossier Chagos devant les instances internationales, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle La dernière colonie, et qui cite, quand je l'ai interviewé, qui n'a pas manqué de se dire à quel point il se sentait petit à côté de ce que Shenaz avait accompli. Là, on peut applaudir peut-être. Donc Chagos marque le début d'une belle carrière, et puis elle enchaîne coup sur coup des nouvelles, des pièces de théâtre, des recueils de contes, des traductions en créole d'albums de Tintin, et en attendant de Godot de Thomas Becket, et aussi avec 4 grosses cerises sur le gâteau, 3 tomes consacrés à l'histoire de Maurice, de 1767 à 2000, et un 4e à Rodrigue. Je vous conseille fortement ces 4 tomes, parce que ces 4 BD font œuvre, en fin de compte, pédagogique, et devraient intéresser enfants et adultes. Avec un tel palmarès, elle est sollicitée à l'international. Aux États-Unis, elle participe en 2016 à l'International Writers Program et se retrouve en 2018 en résidence de recherche et d'écriture à l'université de Harvard. Excusez du peu. En 2019, elle est à La Réunion pour mettre en scène la pièce Nyama, princesse esclavée, esclave et libre, relative à l'esclavage dans l'océan Indien. Je n'ai pas manqué de dire à Shenaz à quel point j'ai aimé ce terme esclavé, dont elle nous donnera certainement une définition plus savante. J'ai bien entré dans le dictionnaire cette année. C'est vraiment intéressant. Et puis en 2020, elle participe à un recueil de confinement aux côtés de Jhumpa Lahiri ou même de Mario Vargas Llosa, intitulé And We Came Outside and Saw the Stars Again, une publication Restless Books à New York. Son âme d'enfant et son imagination féconde l'emmènent au rayon jeunesse avec des publications telles La Toile Bleue dans Montsoubic, Conte de l'île Maurice et Le Bestiaire mauricien, avec comme une belle cerise, encore une fois, en 2021, quand son rêve d'oiseau, publié par l'atelier des nomades de notre compatriote Corinne Fleury, reçoit le prix Saint-Exupéry. Cette première édition autour d'un auteur, ou du moins autour d'une auteure aujourd'hui, nous permet ce soir de faire connaissance avec Shenaz Patel, ou du moins, pour certains, mieux la connaître, ne serait-ce pour mieux comprendre aussi ses écrits. Bref, pour savoir pourquoi elle écrit. Pour une fois, je n'ai pas eu à aller chercher très loin pour trouver des réponses à cette question, parce qu'elle a publié, il y a quelques mois de cela, un dernier ouvrage que vous avez dû certainement lire, et qui s'appelle Funambulé. Là aussi, on a eu une grosse discussion autour de Funambulé, où elle explique justement, paru aux éditions Projectile, sous le générique, ce qui va nous aider à mieux comprendre ce soir, quel est ce mystère d'écrire qui est, en fin de compte, la somme de plusieurs chroniques où elle se livre en s'exprimant sur des sujets d'actualité et de réflexion, et où elle pratique, où elle exprime avec une aisance, et surtout en faisant montre, je vais mettre sa modestie à rude épreuve, d'une très très grande culture. Je crois que le livre m'a impressionné surtout aussi pour ça. Mais ce qu'on retiendra, surtout la définition qu'elle donne de l'écriture, tout en expliquant pourquoi elle écrit et dans quelles circonstances elle écrit. Alors, il serait bien de citer des pages et des pages de ce livre. Écrire, c'est gratter. Je crois que ça résume quelque peu. Pour ce soir, Shenaz va en parler longuement. Nous avons deux jeunes, et vraiment ils sont jeunes. Il y a Estelle Robert, qui est passionnée par la littérature et qui étudie le cinéma.
et qui très bientôt va nous faire un film, va nous écrire des scénarios. Et elle n'est pas timide du tout. Et puis il y a Johan Francis de Rochebois, je crois que c'est important de le dire, qui a déjà participé au concours du jeune écrivain francophone, concours de nouvelles, c'est ce qu'on m'a dit. Non? C'est un concours de nouvelles, j'en ai fait un francophone. Je ne sais pas à quel concours tu as participé, mais c'est très bien. Tu vas finir prix Nobel, toi, ça continue. Bon, je vais prendre la parole, je vais prendre le micro. Alors, nouvelle au concours de jeunes écrivains francophones, et il s'est qualifié pour les quarts de finale de la compétition nationale de slam pour la fin de décembre. Voilà, nous laissons la parole à Chenal. Et les deux dames doivent intervenir à sa demande quand elle va estimer nécessaire. Chenal. Est-ce que c'est une hommage? Ah oui. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Finlay. Merci d'être là. J'ai la grande chance d'avoir ce mois-ci, enfin au mois d'octobre, 2 nouveaux ouvrages. Est-ce que vous m'entendez? Il faut mettre le volume, voilà. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, derrière, c'est bon. Oui, donc j'ai le bonheur et la chance d'avoir deux ouvrages qui paraissent ce mois-ci. Et c'est un vrai bonheur. Déjà, quand on en a un qui paraît, c'est vraiment de joie. Maintenant, quand il y en a deux, ça se télescope un peu, mais c'est un double bonheur. D'autant que les deux sont différents. Le premier, Funambulé, c'est un essai-récit, on peut dire, qui est un genre un petit peu nouveau pour moi. En fait, c'est à l'invitation d'une maison d'édition, d'une toute nouvelle, mais une jeune maison d'édition, qui s'appelle Projectile, qui a été créée par 2 amis écrivains qui s'appellent Nassif Jailani et Jean-Luc Harimanan. Et leur objectif, en fait, c'était de faire comprendre qu'il n'y a pas que la littérature, ça ne transite pas forcément que par les grands centres, par Paris, par Londres ou New York. Il y a des écrits qui viennent de nos régions, de nos îles, et qui méritent d'être projetés dans le monde. Et c'est ce à quoi œuvre cette maison d'édition, Projectile, qui publie des romans, de la poésie, et qui a lancé cette collection d'essais qui s'appelle « Quel est ce mystère d'écrire ?» où il demande un petit peu à la manière de l'être un jeune poète, pourquoi est-ce que vous écrivez, et de partager un peu ce goût de la lecture et de l'écriture. Et donc Funambulé, pour moi, ça a été un exercice particulier parce que quand on écrit, on ne parle pas de soi à la première personne, même si j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure, je disais que ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai commencé à écrire très, très, très jeune, en fait, parce que j'étais frappée par plein de choses qui se passaient autour de moi. Et je raconte dans Funambulé, justement, comment j'ai fait connaissance avec les livres, à travers mes parents, à travers mon père qui ramenait des caisses de vieux livres qu'il allait acheter dans des ventes à l'enfant, et comment j'ai failli m'appeler Scheherazade. Je vais peut-être commencer par une petite lecture, d'ailleurs, pour vous donner une petite idée. Et je disais que ça me faisait penser à une plasticienne, une peintre finlandaise qui s'appelle Tove Jansson, que je cite d'ailleurs dans le livre, qui disait tout portrait, tout paysage, toute nature morte est un autoportrait. C'était une façon de dire que peu importe ce qu'on crée, peu importe ce qu'on écrit, même si ce n'est pas une autobiographie, je n'ai jamais écrit d'autobiographie. Même si tout à l'heure j'avais l'impression d'entendre mon obituaire. On fait autant de compliments en général, c'est qu'on est mort. Mais dans le choix des histoires qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on raconte cette histoire-là et pas cette histoire-là, ça dit toujours beaucoup de nous en fait. Et ça me semblait toujours une forme d'impudeur que de donner à lire ce que j'écrivais. Donc j'ai commencé à écrire très très jeune et j'ai commencé à publier quand même assez tardivement, vers la trentaine. Et pour moi, la littérature et la lecture, on dit beaucoup de nos jours que les jeunes ne lisent pas, que les jeunes n'écrivent pas, et je pense que c'est faux. Et une bonne partie de ce que je fais aussi, de ce que j'essaye de faire, c'est d'aller vers les jeunes parce que je pense qu'il y a des rencontres qu'on fait qui passent à travers un étudiant à travers un enseignant, et je voulais remercier Gillian Geneviève qui est avec nous ce soir,
qui m'a fait rencontrer les jeunes qui sont présents avec nous aujourd'hui. Parce que souvent, ça passe par une personne. Je vois Thérèse Annie qui nous regarde aussi au fond de la salle. Souvent, ça passe par un enseignant, même quand à la maison, on ne lit pas. Et je sais que chez vous, vous m'avez dit que dans vos familles, on ne lisait pas. Pourtant, aujourd'hui, vous lisez et vous écrivez. Tu as écrit une trilogie, tu vas nous en parler tout à l'heure. C'est quand même, tu es en train d'écrire une trilogie, c'est quand même pas rien. Et ça passe aussi parfois par une rencontre. Pour toi, c'est passé par une rencontre. Et Johan me racontait que je vais passer la parole après, mais je pense que c'est quand même intéressant de le signaler là. Johan a commencé à lire lors du premier confinement parce qu'il n'avait rien de spécial à faire, qu'il s'ennuyait un peu et qu'il a retrouvé un livre qu'on lui avait remis pour une prize giving ceremony. Et c'était Le voile de Draupadi de Ananda Devi. Et depuis, il a pu arrêter et en plus, il s'est mis à écrire. Donc, je pense qu'il y a des choses comme ça qui font qu'on se dit, mais dire que les jeunes ne lisent pas ou ne s'intéressent pas, c'est pas totalement vrai. C'est juste qu'on ne leur crée pas parfois l'opportunité, qu'on ne les met pas en contact suffisamment et qu'on ne leur en parle pas peut-être avec la passion nécessaire pour faire que ça leur arrive. C'est pour ça que j'ai tenu ce soir, pour ne pas juste parler de moi, parce que c'est un exercice un peu... Comment on va dire ça, un peu auto-centré. En plus, déjà, cette couverture, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à voir ma tête sur cette couverture et j'ai l'impression de faire mon Amélie Nothomb, comme je disais à l'éditeur, il a mis sa photo sur tous ses bouquins. Et il me disait, je lui dis, mais est-ce qu'on ne pouvait pas trouver une photo, voilà, d'un funambule et tout, super. Il m'a dit, non, c'est le principe de la collection, donc on met ta photo. Après, j'ai un petit peu tendance à chaque fois que je le vois, le retourner comme ça. Mais bon, c'est le principe de l'exercice que de s'exposer et de raconter en fait pourquoi l'écriture. Et je cite aussi dans ce livre quelqu'un que j'aime beaucoup et qui m'a donné envie d'écrire aussi, c'est Christian Bobin qui vient de mourir et qui nous a donné des livres extraordinaires qui, moi, m'ont beaucoup émerveillée, qui m'ont beaucoup donné envie de lire et d'écrire. Et ce livre s'appelle La part manquante. Et il dit une chose dedans, entre autres, parce qu'il écrit sur plein de sujets, mais il écrit aussi sur l'écriture, et il dit que ce n'est pas pour devenir écrivain qu'on écrit, c'est pour rejoindre en silence la part qui manque à tout amour. Et c'est quelque chose qui, pour moi, fait beaucoup écho. Je pense qu'on lit et qu'on écrit aussi pour rejoindre en silence la part qui manque à tout amour, la part qui manque à chacun de nous. Donc, je vais juste commencer par vous lire un petit extrait et vous dire aussi que j'aimerais bien que cette séance soit la plus interactive possible, donc que vous vous sentiez d'intervenir quand vous voulez, de vous relancer, de poser des questions, de témoigner aussi, parce que la littérature, pour moi, c'est une rencontre, c'est un partage, et c'est ce qui m'a donné l'humain, en fait, et c'est ce qui m'a donné le monde, et j'aimerais bien qu'on puisse en parler ensemble. Donc, je vais juste vous lire un petit extrait du début de Funambule. J'ai failli m'appeler Scheherazade. Non, ce n'est pas un conte à dormir debout. Les yeux d'enfant disent combien le premier sortilège des histoires est de nous mettre en éveil. Longtemps, alors même que je savais instinctivement ce qu'il fallait répondre, la question de savoir « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» m'a laissé perplexe. Comme si la vie était un lieu et qu'il fallait justifier sa présence en ce lieu. Même en ayant intégré qu'on s'enquérait seulement là de mon activité professionnelle, il m'est souvent arrivé d'envisager de répondre par un évanouissant « je fais l'amour », tel un défi face à l'obligation de se définir par une fonction, comme si le travail seul fondait et constituait l'existence, la légitime. Mais j'ai vite compris que ce serait jugé trop inconvenant, dérangeant. On peut dire je suis comptable, je compte de l'argent toute la journée, tous les jours. On peut dire je suis directrice, je dirige. Mais on ne peut pas dire je fais l'amour, ce n'est pas assez pour légitimer l'existence. Alors oui, je me suis parfois demandé ce que seraient les réactions si je me présentais en disant je m'appelle Scheherazade, je raconte des histoires. Ultime cliché pour une auteure. Pourtant, j'ai bien failli porter ce nom. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai failli porter ce nom et comment j'y ai heureusement échappé, vous pourrez y lire Funambulé.
J'ai tenu donc à avoir ces deux jeunes avec moi parce qu'il y a 2 semaines, à l'île de la Réunion, j'étais en séance de dédicace pour l'autre livre qui s'appelle Femme la ligne, qui là aussi est édité avec une petite maison d'édition en France qui s'appelle Dodo Vol. Ils font beaucoup de livres en édition bilingue et donc ils m'ont demandé ce qu'il y a un conte en fait, ce qui a été écrit comme un conte à la base. Donc, qui est en créole mauricien et en français, et qui est illustré par une illustratrice qui est franco-malgache-réunionnaise, qui s'appelle Griotte, parce que sa mère aimait les cerises griottes. Et j'étais en dédicace dans une librairie, et il y a un groupe de jeunes qui est passé devant la librairie. Ils sortaient du collège, ils étaient tout excités et tout. Et le funambulé était dans la vitrine avec ma tête dessus. Et ils sont passés devant la porte et ils m'ont vu assise là. Et ils étaient là, mais c'est elle, je te dis, mais oui, je te dis que c'est elle, mais tu vois pas que c'est elle. Et oui, c'est moi. Et ils sont entrés et ils étaient tout excités parce qu'ils ont sorti de leur sac d'école le silence des Chagos en me disant que voilà, ils étaient en train d'étudier le silence des Chagos avec leur enseignant au même moment au collège. C'était des jeunes qui avaient 13 ans. Et ils étaient absolument excités, contents, ravis. Et certains me racontaient que voilà, à la base, ils n'aimaient pas lire, mais qu'en lisant le début de ce livre, ça leur avait donné envie de lire. Et à un moment, je leur ai demandé s'ils écrivaient, et plusieurs d'entre eux m'ont dit que oui, et notamment les garçons. Et ça m'a étonnée parce qu'on dit souvent que voilà, cette génération ne lit pas, n'écrit pas. Et je leur ai demandé, mais vous écrivez quoi? Et plusieurs d'entre eux, en fait, écrivaient des journaux intimes, notamment. Et je trouve ça extrêmement intéressant, et tu offres la tête, donc je vais te passer la parole, parce que je crois qu'il me semble, des rencontres que je fais depuis un certain temps, qu'il y a un nombre grandissant de jeunes, en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, qui se mettent à écrire, parce que notamment, ils ont des choses à extérioriser, il y a une quête de sens qui fait qu'ils ont le sentiment que c'est écrire qui peut leur permettre d'extérioriser certaines choses et d'approcher certaines choses. Je vais passer la parole. Johan, pour que tu nous racontes un petit peu ton rapport à l'écriture. L'écriture a commencé dans les confinements même. En fait, quand j'avais lu La voix de Draupadi d'Ananda Devi, j'aimais vraiment la façon dont elle écrivait et les thèmes abordés comme la femme. Et j'ai découvert la mort sur le feu grâce à ce recueil. Et pendant les confinements, j'ai voulu imiter Ananda Devi, faire les mêmes phrases et tout, parce que je trouvais ça vraiment super. Mais quand j'ai commencé, ça n'a pas donné ça. C'était pas comme je l'espérais. Donc, au fur et à mesure que j'ai écrit, ça s'est amélioré et j'ai lu plusieurs livres comme Jean-Marie Gustave Prévieux, Natacha Habana, ou même des vieux auteurs aussi comme Émile Zola et Patrick Modiano. Ça m'a vraiment inspiré pour écrire. Et je t'ai demandé pourquoi tu écrivais en fait. Oh, oui, j'écris parce que disons que j'ai de la difficulté à m'exprimer désolé. Non, mais on comprend tout à fait. J'ai de la difficulté à m'exprimer, donc l'écriture était une meilleure façon pour moi d'écrire. Et comme dans ma famille il s'est passé des choses dont je ne pouvais pas en parler à personne, donc j'écrivais ça dans des carnets d'inspiration et tout. Voilà. Vous avez quel âge il a? Quel âge? J'ai 18 ans. Oui. Et tu as donc écrit d'autres textes? Tu as écrit des slams? Oui, j'ai écrit des slams et récemment, dans cette année, j'ai participé à un concours de poésie, un Charles Baudelaire pour les 100 ans. Et il se trouve que j'ai remporté la première place et voilà. Et
à dire que c'était la première fois que je faisais un récital de poème. Et, voilà. Et puis, je voulais. Quand j'ai fait le récital de poésie, c'était pas vraiment facile. Genre, j'étais quelqu'un de timide, je ne voulais pas parler. Même quand je disais, je disais vraiment doucement. Genre, voilà. Mais bon, pendant la compétition, j'ai pu retirer de la voix et sortir dans la zone de confort et tout, pour réciter le poème. Et, voilà. Et puis j'ai continué, donc j'ai fait cela. Voilà. Donc tu es passé de quelqu'un qui ne lisait pas du tout avant 2020 Oui. à quelqu'un qui lit le Clézo, Modiano, Ananda Devi, Oui. Oui. Et tu les trouves où tes livres, en fait, les livres que tu lis? J'emprunte des livres un peu partout. Chez mes voisins, à la librairie, dans mon ancien collège, et dans la librairie du Port-Louis. Je suis abonné à la librairie du Port-Louis. Bibliothèque municipale. Oui, un livre là. J'emprunte beaucoup de livres et à la fin, je n'arrive pas à lire tous. Mais bon, j'essaie de garder un bon rythme de lecture. Et voilà. Super. Si vous avez des questions, si vous voulez réagir, Si vous avez des questions, si vous voulez réagir à quelque chose qu'a dit Johan. On peut donner à la dame un micro. C'est juste qu'il pouvait nous faire un petit slam. Sauf qu'on n'entend pas. Quelqu'un peut venir chercher le micro? non, elle demande s'il peut faire un petit slam. Tu désires le faire ou tout à l'heure? Après? Oui, tout à l'heure, comme tu veux. Ouais. Il va le faire après. Ouais. Quelqu'un a une question, un commentaire, quelque chose à... vous voudriez dire en réaction? On verra ça tout à l'heure. Oui, donc merci Johan. Je vais passer la parole maintenant. Est-ce que ce micro siffle? C'est quoi avec moi ça marche? Non, mais il marche, mais il siffle. Je vais passer la parole maintenant à Estelle. Estelle a une histoire aussi particulière avec la littérature et j'aimerais bien qu'elle la partage avec nous. Bonjour, bonsoir. Donc, je suis Estelle et j'ai commencé à lire et à écrire à 8-9 ans. Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 22 ans. Et oui, j'ai commencé très jeune et au début, c'est vraiment juste pour chercher, pour s'évader, disons, dans les histoires et les personnages. Et ça a commencé avec les films, les séries. Et, j'ai grandi avec ma télé. J'aime bien dire ça, j'ai grandi avec ma télé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire parce que c'était plus visuel au début, dans les films, etc. Et après, je voulais chercher le sens dans les mots qui sont utilisés. Et c'est pour ça que j'ai commencé à lire et à écrire. Comme je le disais à Shena plus tôt, il a vraiment sentir un livre dans ses mains et le papier, c'est intime, c'est particulier et pouvoir mettre les mots, jouer avec les mots et faire aux gens ressentir des émotions, c'est un art. Voilà. Et donc, j'ai écrit à 16 ans, j'ai commencé à écrire une trilogie. J'écris plus la fiction que la non-fiction, c'est plus, par exemple, des mélanges entre Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment mélanger les genres, parce que ma trilogie est vraiment un mix, disons, entre la science-fiction et le fantastique. Donc, voilà. C'est vraiment pour s'évader, parce que, comme elle était en train de le dire plus tôt, on est une génération de jeunes qui, c'est pessimiste de le dire, mais très tôt, on devient triste très tôt. Et la réalité est parfois très dure pour notre génération des fois.
Et c'est ça, pouvoir s'évader dans l'écriture et les histoires. Et c'est comme ça qu'on a le courage, encore une fois, d'avancer et de rêver. Parce que les gens arrêtent de rêver très tôt, des fois. Donc voilà. Merci beaucoup Estelle, je crois que c'est très fort ce que tu as partagé avec nous là, parce que c'est une façon très directe de dire en fait que, et c'est quelque chose qui me frappe beaucoup aussi, de dire que le monde, enfin on critique beaucoup les jeunes aujourd'hui, de se dire que le monde pour les jeunes. Je crois que ce micro, il va assourdir tout le monde. Il faut couper l'autre chose. Coupe celui-là, parce que sinon ça va tirer. C'est bon? C'est bon. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Oui, je crois que tes mots, Estelle, ils sont très forts et ils me touchent beaucoup parce que j'ai ce sentiment aussi quand je regarde les jeunes autour de moi. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des jeunes et avec des enfants, qui a la sensation d'un monde très dur et d'un monde très violent, qui sans doute était beaucoup plus violent que le monde où moi j'ai grandi. Et qu'il y a une recherche de choses pour tenter de faire face à ce monde et de s'en évader, mais en l'habitant aussi différemment. Et il me semble que la littérature, c'est une façon d'habiter le monde. C'est une façon, pour moi, ça a été une façon de comprendre le monde. Je me disais, quand j'étais au collège et qu'on me faisait lire Madame Bovary, au début, je me disais, pourquoi est-ce qu'on m'emmerde avec ce truc? C'est chiant. Mais en fait, je me suis très vite rendu compte que non, que d'avoir lu Madame Bovary, en fait, ça avait changé mon regard sur les gens, ça avait changé mon regard sur le monde, que je ne regarderai plus jamais une bourgeoise de 40 ans de la même façon. Parce que ça m'avait fait me rendre compte de tout ce qui se passe à l'intérieur des gens, de tout le mystère et de tout ce qui bouillonne en fait sous les surfaces les plus planes et qui peuvent sembler les plus banales, et qu'il n'y a jamais rien de banal chez personne en fait. Et il me semble que la littérature, ça prend, je dis souvent, je crois que ça prend des années et beaucoup de chance pour pénétrer à l'intérieur du mystère qui est chaque être humain. Et cette collection répond à ça. Quand ça parle du mystère d'écrire, pour moi, ça parle du mystère d'être humain, en fait. Et je vais peut-être vous lire un autre petit extrait qui se trouve à la fin du livre et qui dit ça, en fait, parce que moi, ça me touche quand je vois des jeunes comme ça parler des livres et de leur rapport à la littérature et à l'écriture, parce que c'est dire vraiment à quel point c'est quelque chose de vivant. C'est pas des objets morts qui sont là sur des étagères, dans un tiroir. Et j'ai été frappée il y a quelques années quand j'ai rencontré à l'Institut de formation, le MAI pour ne pas le nommer, à l'invitation d'un professeur, elle m'avait demandé de venir rencontrer de futurs enseignants de français. Et on discutait, et au bout d'un moment, sur 12, je leur ai demandé qui lit parmi vous, qu'est-ce que vous lisez? Je n'ai même pas dit qui lit, j'ai dit qu'est-ce que vous lisez? J'ai eu un grand silence, un peu gêné, et finalement, j'ai demandé, mais en fait, qui lit? Et sur 12, il y en avait 3. Et ce sont des aspirants enseignants de français. Et là, je leur ai demandé, mais expliquez-moi, j'aimerais comprendre pourquoi vous ne lisez pas, vous voulez être enseignant de français. Qu'est-ce que vous allez enseigner à vos élèves? L'orthographe, la grammaire, écrit. Et ils me disaient en fait que pour eux, la lecture, c'était une corvée. C'était une corvée qui était liée à l'école, on les forçait à lire à l'école, et dès qu'ils ont fini le collège, le lycée, dès qu'ils en sont sortis du système scolaire, la première chose qu'ils se sont empressés de faire, ça a été de mettre les livres de côté. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens comme ça à Maurice, et je trouve que c'est terrible de penser que nous avons un système scolaire qui fait que les gens prennent les livres uniquement pour une corvée, alors que les livres nous permettent tellement d'approfondir notre rapport à l'humain, aux gens qui sont en face de nous. Je pense fondamentalement que si on lisait davantage, peut-être qu'on se tuerait moins, peut-être qu'on ferait moins de guerre, parce qu'en face de nous, on verrait des gens, on verrait l'humanité des gens,
Et comme je le disais, on peut vivre 20 ans, 30 ans à côté d'une personne et se réveiller un matin et se dire je ne connais pas cette personne. Et la littérature, elle nous apprend ça. Elle nous permet d'approcher le mystère qu'il y a en chaque être humain mieux que toute autre chose. Peut-être parce qu'on prend n'importe quel livre sur une étagère, on l'ouvre, on le lit. Et tout de suite, on pénètre à l'intérieur des gens. Tout ce qui anime les gens de profond, de mystérieux, et que la vie ne nous permettra peut-être pas d'approcher. Donc, je vais juste vous lire un autre petit extrait de Funambulé. Alors, écrire comme vivre, c'est être des tisserands. À Maurice, nous appelons ces oiseaux les serins du Cap. Partout, ils cherchent brindilles à emporter pour tresser ces nids incroyablement ouvragés qui abriteront leur retour de longues journées, leurs prières du soir, leurs amours, leurs enfants, leur envol. C'est le mâle qui construit le nid. Si elle n'en est pas satisfaite, la femelle coupera d'un coup de bec le fil qui le retient à l'extrémité de la branche. Le nid à terre, il faudra recommencer. Tous, nous sommes en quête de brindilles éparses à réunir et tisser pour faire de nos vies un lieu où s'abriter, un tremplin pour s'envoler. Et sans cesse, même jetés à terre, nous recommençons, jusqu'au bout de l'espoir. Il faut imaginer Sisyphe heureux, disait Camus. Dans le nid des livres, comme dans ceux des oiseaux, il y a une structure, une architecture. Et puis il y a, entre les brindilles, ces infimes espacements qui laissent passer l'air, la lumière. J'aime l'espace que nous font les livres. Je m'étonne toujours de notre réticence apparente et plurielle. On dit le bonheur, l'amour, comme si c'était des choses d'une pièce, d'un bloc, d'une réalité. Comme si nous ignorions que sanctifier rend inaccessible. Comme si nous avions peur de reconnaître que notre essence, c'est l'éphémère et le fugace, les fractions et le multiple, les déséquilibres et l'oscillation. Comment ils font les autres? Chaque jour, cette question m'habite. Comment ils font face à cette chose mystérieuse et ardue qu'est vivre? Comment font-ils, elles, pour se maintenir en équilibre, pour avancer, pour vivre sans se décourager, pour croire sans désespérer, pour se lever chaque jour et y retourner obstinément, pour rêver la ligne jusqu'à l'horizon, tout en sachant que le fil peut se casser net, là, d'un coup, sans retour? Il y a tant de façons de tenter d'être humain. Il y a la beauté et il y a les humiliés. Je voudrais n'être infidèle ni à l'une ni à l'autre, écrivait Albert Camus dans Retour à Tipasa, paru dans l'été en 1954. Être solidaire des souffrances du monde et se battre aussi pour garder entière cette part de nous que Kundera décrivait ainsi. Il semble qu'il existe dans le cerveau une zone tout à fait spécifique qu'on pourrait appeler la mémoire poétique et qui enregistre ce qui nous a charmés, ce qui nous a émus, ce qui donne à notre vie sa beauté. Alors écrire encore pour affronter le chaos brûlant du monde, le tapis de braise de nos existences, comme les marcheurs de feu se lancent pieds nus sur les cendres incandescentes, avec en ligne de mire le seau de lait qui apaisera la brûlure. Les mots font front face à la violence du monde. Ils ne cèdent pas. Ils se gorgent du lait de la page blanche. Écrire encore pour dire la vie sauvage et désirable. La vie retorse, mais jamais rassasiée. Écrire pour graffiner le manque qu'on sait insondable. Écrire pour apprivoiser l'absence qu'on pressent inconsolable. Écrire est un amour qui se partage sans exigence de retour. C'est funambuler au cœur d'un vide intensément habité, en quête d'une beauté sans finitude. Donc voilà, c'était pour partager un petit peu ces considérations par rapport à l'écriture. Maintenant, j'aimerais bien qu'on puisse en discuter un peu avec vous.
savoir ce que vous en pensez, savoir s'il y a des gens parmi vous qui écrivent. Voilà, il y a quelque une main levée, oui. Le micro. Bonsoir, je m'appelle Camille et je remercie les organisateurs pour ce soir vendredi qui n'est pas encore terminé, bien sûr. Et donc, bravo aux deux jeunes, Johan et Estelle. Estelle. Tu as déjà eu beaucoup de bravo, mais je te dis bravo quand même. Et pour les derniers livres que tu as sortis, nous n'avons pas encore lu jusqu'ici. Et moi, ce qui m'a interpellé là, ce soir, c'est les paroles d'Estelle. Elle dit qu'elle est triste, elle dit que le monde est cruel. Elle n'a que 22 ans. Et donc, moi, j'ai 68 ans, j'ai mis beaucoup de temps avant de devenir triste, bien de voir que le monde est cruel. Donc, quelle est la différence? Est-ce que tu penses que ta génération a quelque chose à contribuer à... C'est vous qui allez, toi et moi, c'est vous qui allez refaire le monde de demain. Donc il faut vraiment refaire ce monde. Mais c'est peut-être à vous de dire si vous allez refaire ce monde ou bien si vous allez continuer avec le monde comme nous, les adultes, nous sommes en train de vous donner. C'est ma première. Merci, question. Oui, je pense que ça marche. Essaye. Ça, c'est le micro. Ok. C'est vrai que j'ai que 22 ans et que dire que je suis triste ou que la réalité est déprimante des fois, c'est très dur, disons, à dire. Mais je pense que notre génération très jeune a eu accès au monde grâce à Internet ou les réseaux sociaux et tout. Très jeune, on a eu, moi, personnellement, j'ai eu accès au monde très, très jeune et je pense que c'est une mauvaise chose parce que très jeune, là, on apprend qu'il y a des tragédies partout. Internet, c'est facile maintenant de trouver des vidéos, par exemple, où des humains s'entretuent ou se font mal et on se dit que voilà, c'est dans ce monde-là que je dois évoluer et que je dois avancer. Et c'est pour ça que écrire et lire, etc., ça nous aide à avoir du courage et à s'évader. Voilà. Et oui, si mes écrits peuvent toucher les gens et apporter un changement, ben, c'est que j'ai meet my goal. C'est mon but, disons, c'est mon but. Comme si ça, je peux juste une personne, aider et comme si que la personne comprenne le message que je veux donner. Juste changer la vie d'une seule personne, c'est assez. Ça commence par une personne et la personne partage ça avec une autre personne. C'est ça le but. Eh bien, je suis d'accord avec Estelle. Parce que tu dis, donc, On est plus fort, rien, ils n'entendent pas. parce que elle a presque tout dit ce qu'il fallait dire. Et de notre génération, nous constatons qu'il y a des jeunes qui ne savent pas l'histoire de notre pays, notamment comme dans Natacha Havana, l'une de ses romans, Le Dernier Frère, où il y avait l'exilation des Juifs à Maurice. En fait, moi-même, je ne savais même pas si les Juifs étaient venus à Maurice.
c'était à travers un roman que j'ai pu savoir ça. Et je dirais que ça m'a inspiré à écrire peut-être mon histoire et aussi, et aussi j'aime écrire sur l'histoire de mon pays. Et comme pour projet, j'ai un roman que j'aimerais écrire sur la guerre raciale qui s'est passée à Grand-Gob, où l'église Saint-Michel était servie comme de refuge. Et voilà. Ça, Juste dire que peut-être que le monde rend triste et tout, mais moi, que de vous entendre, ça me met en joie, quoi. Mais vraiment, ça me met en joie parce que je me dis, voilà, on a des jeunes qui ont envie d'écrire sur l'histoire de ce pays, sur ce qui les taraude, sur ce qui les habite. Et je trouve ça juste formidable. Et je pense que j'espère qu'on sera nombreux à être là, à vous accompagner, à vous encourager et à vous voir dans ce fauteuil un jour et à vous voir à table en train de discuter. Ce serait vraiment un bonheur et je pense que c'est très prometteur. la salle. S'il n'y a personne, on choisit Tout les le monde a faim. volontaires. Tout le monde a faim, tout le monde a faim. Peut-être Gillian, une intervention? Oui. Gillian, on parlait tout à l'heure justement du rôle des enseignants et tu disais quelque chose de très intéressant sur le fait que tu n'es pas un enseignant de français, tu es un enseignant de business, c'est ça? Mais est-ce que tu pourrais juste, parce que je trouve ça très intéressant en fait. Ah d'accord. Ça, on va faire témoigner aussi après. Oui, il n'y a pas de bien. Bonsoir. Oui, effectivement, en fait, je suis prof de business et passionné de littérature. Et en fait, c'est vrai que ce que Estelle ont dit, beaucoup interpellé sur cette idée que cette génération fait face à une situation difficile. Ils sont bousculés. Ils ne réalisent pas. On a l'impression que les jeunes ont un vécu assez superficiel. C'est une fille, c'est une etc. Et se confronter comme ça au quotidien, à travers les réseaux sociaux, à rien de plus évident, c'est quelque chose qui fait du mal aussi. Ça, on ne le réalise pas toujours, parce qu'ils n'en parlent pas toujours. Que les adultes aussi ne savent pas comment. Et il suffit de créer ce lien avec eux, on se rend compte qu'il y a une vraie profondeur, vivre des choses. En fait, on vit dans un monde quand même anxiogène. J'étais en train de discuter avec mes élèves récemment, on a l'impression que 3 qui sont indifférents au monde. Cette semaine, les élèves ont parlé de la COP27, qui est un fiasco. Un fiasco dans le sens que on a fait un pas en mouvement, les riches vont éventuellement donner des sous aux pays qui sont touchés. Mais c'est une question financière. La réalité des faits, rien n'a pas avancé sur la question de l'échauffement. Les pays qui sont producteurs de pétrole refusent cette idée de changer les choses. Il faut réaliser en fait que les jeunes, à travers les réseaux sociaux, c'est au quotidien qu'ils vivent toute cette réalité du monde. Et je sens depuis quelques années qu'ils sont, en tout cas selon moi, ils ont besoin de réponses. Et à Maurice, le souci, c'est que dans notre système éducatif, on ne leur donne pas de réponse. Parce qu'on est dans une logique utilitaire. On apprend. Quand je suis prof de business, je considère que c'est une tragédie qu'on a introduit cette matière dès la formule. On fait de notre pays un peuple d'entrepreneurs. Mais avant de penser à faire de notre peuple d'entrepreneurs, il faudrait éventuellement faire de nos enfants des êtres humains. Pour faire comprendre c'est quoi être un homme, c'est quoi être un individu,
introduisant cette matière et la formule, ça va trouver de la place. C'est le détriment des humanités. Parce que les parents aussi vont venir dire que ça ne sert à rien d'étudier la littérature. Ça n'a pas fait une logique utilitaire. À quoi ça sert? Les propres parents qui étaient profs ne voulaient pas que je devienne prof, ne voulaient pas que j'étudie la littérature, parce que ça ne servait pas à grand-chose. Et dans les années 90, il fallait être pragmatique. Ce discours-là existe toujours. Et donc, notre école ne donne pas de réponse à nos enfants. Elle cherche des réponses par eux-mêmes ou sur Internet. Ça contribue à un plus grand désarroi. L'importance des livres. Parce que les livres donnent, et je crois que c'est à cette rencontre-là, c'est des réponses. Comme c'est là aussi, il faut une éducation aussi au livre. Une nécessité d'être dans une bonne transmission. C'est insupportable. Il faut couper un peu. Oui. Ouais, bon, je prends le tien. Ouais, peut-être que. Je pense que ça faisait penser à une phrase d'Oscar Wilde, en fait, qui disait un livre n'est pas là pour nous apporter des réponses, il est là pour nous hérisser le point d'interrogation. Et je trouve que justement, c'est ce qu'il faudrait, c'est d'arriver à permettre justement à nos jeunes, mais aussi aux gens en général. Moi, je pense que la littérature, c'est aussi pour amener à se poser des questions sur ce qui nous entoure, sur qui nous sommes. On dit que nos jeunes ont l'air un peu tristes ou pessimistes. Pas pessimistes, parce que s'ils écrivent, c'est que justement, ils veulent aller au-delà de la dureté et de la tristesse qui les entoure et qui ressentent parfois très profondément à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais quelque part, c'est un reproche, entre guillemets, qui est fait à la littérature mauricienne en général. On en parlait l'autre jour avec Corinne Fleury, qui est éditrice à l'Atelier des Nomades et qui était sur un salon à Paris, qui présentait les livres de sa collection, de sa maison d'édition. Et il y a quelqu'un qui était là et qui lui disait ouais, bon, ça, mais vous avez pris des choses un petit peu plus gaies, c'est un peu triste la littérature mauricienne quand même, hein, en train de faire des livres, l'autre, les gens qui disent que ouais, c'est un peu. Bon, Maurice a cette image, voilà, il est petit, pour se décrire, machin, etc. Mais waouh, la littérature, c'est vachement sombre, quoi. Et c'est drôle parce qu'on a souvent ce commentaire, moi je sais que je l'ai eu très souvent, que les gens disent oui, pourquoi vous écrivez des choses comme ça sur notre pays, pourquoi vous écrivez des choses sombres, pourquoi vous donnez une mauvaise image. Bon, c'est clair qu'on est dans une société de la représentation à Maurice, on a toujours envie de donner une bonne image de soi aux autres, à l'étranger. Mais c'est aussi vrai, je crois, parce que moi j'avais dit ça à une dame qui m'avait fait cette remarque, et je lui ai dit, vous savez, moi je ne suis pas là pour faire la promotion touristique de l'image de Maurice. Il y a des gens qui sont payés pour ça et qui le font plus ou moins bien. Pardon. Arnaud Vacher, c'est super. Mais c'est pas notre boulot. Je disais, on n'écrit pas. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, on n'écrit pas pour faire joli. Un écrivain n'écrit pas pour faire joli. Je pense que c'est ce que vous exprimez aussi. Un écrivain écrit pour dire ce qui lui tient à cœur, pour dire ce qui le fait rêver, ce qui le met en colère, ce qui le fait espérer, ce qui le fait désespérer parfois, ce qui le touche, ce qui le... Et tout ça, oui, c'est pas forcément rose, mais c'est aussi à ça que sert la littérature. Je crois que la littérature, elle sert vraiment à nous interroger et à nous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous et autour de nous, qui effectivement n'est pas toujours très rose. Et je vois Jean-François Achille aussi, qui est là dans la salle. On a eu la chance, la joie de travailler avec lui au lycée d'Abordé. Jean-François est un prof de français extraordinaire, qui fait aimer la littérature à des générations de... Non, je ne pas des générations, excuse-moi.
à des classes entières, à des promos entières de jeunes qui, a priori, ne s'intéressaient pas forcément à la littérature, parce qu'ils trouvaient ça pas intéressant ou chiant. Et Jean-François a contribué à mettre en place un enseignement qui était en fait une classe de théâtre. Et je sais qu'il s'est beaucoup battu, on s'est beaucoup battu pour que ça existe. Et quand on voit le retour des jeunes, non seulement des jeunes, mais aussi de leurs parents, parce que les jeunes de cette option théâtre sont allés en France, participer à des festivals internationaux à Saint-Malo, rencontrer d'autres lycéens du monde entier, etc. Et ce que ça apporte en fait à ces jeunes en termes d'expression, des jeunes qui avant ne s'exprimaient pas du tout, donc les parents ont la sensation d'avoir découvert, quand ils les ont vus sur scène, les parents sont disant mais mon fils, je ne savais pas qu'il était capable de faire ça, de s'exprimer comme ça, de dire ces choses. Et je pense que ces enseignements-là, et on en revient toujours, c'est un petit peu mon dada, c'est un petit peu mon obsession, je pense qu'on a vraiment quelque chose à faire. Et je pense que si on est réunis là ce soir, c'est aussi pour demander l'aide en fait, de tout un chacun parmi nous, pour insister pour que la littérature soit remise au centre de nos préoccupations, de nos enseignements, de nos espaces publics. Il y a tellement de choses qu'on peut faire chacun à notre niveau, juste en étant conscient de cette nécessité-là, que tout comme on crée des espaces sportifs, etc., je suis un peu... Je ne vais pas dire agressive là-dessus, mais je pense que les autorités que nous avons en général, elles ne veulent pas de ça parce que ça ferait quoi en fait? Ça ferait de nous des êtres pensants, des êtres réfléchissants, des êtres critiques. Et je pense que notre personnel politique notamment sait très bien que le jour où on se met un peu plus pensant, trop pensant, ils seront plus là où ils sont. Donc je pense qu'ils n'ont pas trop envie d'investir de l'argent, etc., dans quelque chose qu'ils ne pourront pas contrôler, parce qu'ils ne contrôlent pas la parole des artistes. Donc il faut, je suis pour la stratégie du contournement en fait. Si ça ne vient pas de l'État, tu parlais de nos BD, sur l'histoire de Maurice, on les a faites ces BD parce que ça partait d'un constat du fait que l'histoire n'est pas enseignée, l'histoire de notre pays n'est pas enseignée à nos jeunes. Moi, je pensais que je connaissais l'histoire de mon pays parce que je me suis quand même pas mal documentée. Et ben, en faisant cette BD récemment avec Joseph Jeannin, j'ai encore appris énormément de choses qui me permettent, parce que c'est pas encore mort l'histoire, et je trouve super voir que tu t'y intéresses, Johan. Ça nous renseigne tellement sur ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, ce que j'ai appris sur la formation des communautés à Maurice, à quel moment ça se forme, comment ça évolue, comment ça change de nom, tout ça, ça me permet vraiment de comprendre ce qui se passe dans mon pays aujourd'hui. Et ces BD, on les a faites parce qu'on partait on grognait en fait, on disait ouais voilà, on n'enseigne pas l'histoire, machin, et puis à un moment on s'est dit ouais, on grogne, mais quand est-ce qu'on fait quelque chose pour que ça change? Et si ça ne vient pas d'en haut, ben, peut-être que ça peut, à des niveaux divers, nous on a essayé d'amener notre pierre en faisant cette BD, et en le faisant en BD parce que la BD ça parle aux jeunes, et c'est une façon plus facile en fait de les approcher. Et ben, une fois qu'on a fait ça, on a approché le ministère de l'Éducation pour que nos BD soient dans nos établissements scolaires. Et ben, non, ils n'ont jamais voulu. Donc je crois qu'il faut qu'on trouve d'autres moyens, qu'il faut qu'on trouve d'autres... Et la littérature, c'est ça aussi, parce que la littérature, c'est la transgression, la littérature, c'est ce qui est hors cadre, la littérature, c'est ce qui nous permet d'aller au-delà des barrières imposées. Et s'il y a vraiment, oui, c'est vraiment un appel que je lance ce soir à vous tous qui êtes là, qui à des niveaux divers, dans des lieux divers, dans des milieux, des professions différentes, pouvez, je pense, influer d'une façon ou d'une autre sur le fait que les livres soient disponibles. Un de mes rêves, que j'espère concrétiser l'année prochaine, c'est un bibliobus, parce qu'en animant un atelier, il y a quelques années, avec des enfants en rupture scolaire. Ils ne sont pas en rupture du tout, on les a juste éjectés du système scolaire parce qu'on a estimé qu'à 10 ans, ils étaient bons à rien. Donc j'animais un atelier d'écriture avec ces enfants et c'était pour les amener à écrire
leur propre histoire qui allait être ensuite, qu'ils allaient illustrer, qui allait être publiée. Et c'était juste extraordinaire de voir comment ces enfants étaient investis dans cette création, comment c'était important pour eux de voir un livre avec leur nom dessus, c'est eux qui l'ont fait, et comment ça peut être porteur pour des enfants à qui on a fait croire qu'ils ne valent rien et qu'ils ne pourront jamais rien de toute leur vie. Et donc à ce moment-là, ça m'a fait me rendre compte, j'ai jamais vu un enfant refuser qu'on lui raconte une histoire. Jamais. Chaque fois qu'on propose à un enfant de nous raconter une histoire, il dit toujours oui. Et je pense qu'on ne le fait pas assez, on n'a pas suffisamment de structure. Il y a tellement de villages à Maurice où il y a des enfants et où il n'y a pas un livre. Donc ce projet Bibliobus, c'est aussi pour ça, c'est aussi pour nous permettre d'aller dans les villages, dans tous ces lieux où le week-end il ne se passe rien, et d'amener des animations, parce qu'il ne suffit pas de croire qu'on va poser des livres là et tous les enfants vont se ruer dessus, mais il y a plein d'auteurs mauriciens, d'illustrateurs qui sont totalement partants pour faire ça, pour aller dans les villages, pour aller faire des animations, des ateliers, et que ce soit quelque chose de très festif, parce que le livre, c'est pas quelque chose de vieux ou de boring ou de passif, c'est quelque chose de vivant. Et je pense que vous nous le montrez bien aujourd'hui avec votre jeunesse et votre enthousiasme et votre création. Donc je voulais encore vous remercier d'être là avec nous, de contribuer de cette façon aussi à ce que la littérature vive, de remercier le NSI pour cette initiative, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux qui accueillent des activités autour de la littérature. Tu veux me couper la main, tu veux me couper le sifflet, c'est littéralement tu veux me couper le sifflet. C'est le sifflet qui te coupe. Mais voilà, donc si vous avez d'autres ou pas d'autres questions, je pense que tout le monde a faim et soif. Voilà, nous sommes arrivés à la fin donc, de cette première édition autour d'une auteure. Nous remercions bien évidemment le NSI Parc-Hôtel d'avoir pris cette initiative et remercier Shenaz Patel et ses deux invités d'avoir été un peu les pionniers de cette première Les cobayes. Les cobayes, oui, de cette première édition. Et justement, c'est dommage, on aurait pu peut-être lire encore d'autres extraits de ce livre qui est vraiment une manière de raconter sa vie funambulée. Ce qu'elle raconte sur l'histoire, elle nous a donné un avant-goût. Ce qu'elle nous raconte sur la littérature et le cinéma, parce que j'ai beaucoup, cette partie-là que j'ai beaucoup appréciée, je vous conseille fortement ces pages-là. Alors, quand elle parle d'histoire, évidemment, personne ne s'intéresse à enseigner l'histoire, où chacun enseigne l'histoire qu'il veut, forcément. On en a parlé 10 000 fois, comment sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et bon, les vaincus, ils n'ont pas leur place. Et là, je vous invite, tous ceux qui sont ici, pour le 1er décembre, on va lancer un livre de Lindsay Pointu sur Rémi Ollier. C'est la première fois qu'on a un livre aussi complet sur Rémi Ollier. Ceux qui traînent dans Port-Louis savent qu'il y a une rue Rémi Ollier à Port-Louis, que son buste surplombe la chaussée, qu'une rue porte son nom à 4 bornes et qu'une école aussi porte son nom. Mais ça s'arrête là. On ne connaît pas les combats que Rémi Ollier a menés. Et là, pour tous ceux qui aiment l'histoire et pour ceux qui ne connaissent pas, venez, vous êtes invités jeudi à 18h30. Sur ce, Shenaz vous remercie encore une fois pour votre présence. Merci à toutes et à tous. Et on remercie aussi les deux jeunes. Oh, le slam, on a oublié. Oui. Tu mets-toi debout, oui, vas-y, fais comme tu veux. Tu sens. Alors, je ne sais pas si elle est allumée. Éteins le tien. Attends, passe plutôt ce micro. Être un homme ne veut pas dire Dieu. Ivres de supériorité, nous ne pouvons pas nous libérer du mot à Dieu.
Le cœur n'y est plus. Il patauge dans des frissons qui s'emplissent d'un vice invisible. Cette part de féminité en moi se tarit sans sentiment indicible. À ces tentations qui me précèdent, mes doutes deviennent parfois vrais. Un nœud se forme dans ma gorge et il m'empêche de dénoncer les élans de sainteté. Mes veines s'entremêlent pour prendre la forme d'une haie et le lexique du porte est fouillé à ma portée. Quelque chose mortel dans ma tête. J'y renonce, j'y renonce, j'y renonce. Je crache cette graine d'indifférence. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. Je pointe du doigt les injustices qui, après des années d'errance, se manifestent par leur omniprésence. Je m'allonge sur ce froid, sur ce seuil froid, humide et nonchalant. J'ai désobéi à mes ancêtres qui voulaient que j'honore leur tradition. Mais moi, je ne suis pas de ces hommes. Une autre voix. Je me submerge avec splendeur. J'y renonce, j'y renonce, j'y renonce. Des mains s'imposent sur ma tête. Je retiens ma respiration et je me débats dans le vide. Les échos se frémissent sous l'autorité d'un air et les rimes qui sortent de cette bouche capricieuse se colmatent. Ne me dites pas une couleur si ce n'est pour parler de malheur. Moi, je parle souvent de cœur, sous différentes perspectives même. Mais au fond, je n'en sais que peu de choses. Je ne suis qu'un débutant en quête de sensibilité car mon cœur souffre du mal de ses habitudes mortifères. Le cœur n'y est plus. Il est désormais dans chacun de mes membres. Et ensemble, ils sont comme des multitudes de mamelles pour produire un lait équitable à la fin de notre déchéance. Cœur en veine, au préalable d'une vie fagotée. Je ne vais plus. Écoutez-moi, je ne veux plus être esclave de ce cercle. Je veux être libre de ce manège.